session va être enregistrée. Alors, bienvenue à cette présentation qui va porter justement sur la sécurité. On va porter plus spécifiquement un peu plus sur la sécurité du point de vue sans fil, mais bien entendu avec les méthodes d'authentification, ça s'applique aussi du côté filaire. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer et vous présenter, dans le fond, les différents collaborateurs techniques. Juste un petit résumé pour vous présenter les différentes personnes ou system engineers qui sont présents pour vous pour couvrir l'ensemble du Québec. Donc, M. Champagne, Frank Lee, Benoît Parati, avec qui je fais équipe pour partager justement le secteur de l'éducation. Adrienne Large, qui s'occupe plus de nos partenaires. Du côté des collaborateurs commerciaux, nous avons Isabelle Aubry, qui est présente ici avec moi ce matin, Eliane Lecomte-Marmot, Robert Jean, Benoît Lapointe, ainsi que M. Anthony Nardeau, avec qui je fais équipe. Donc, pour l'agenda d'aujourd'hui, je vais faire un petit historique de la sécurité au niveau des réseaux sans fil, de manière à, dans le fond, vous présenter la nouvelle technologie de sécurité qui, disons, est présente depuis déjà quelques années et pour laquelle, justement, où on invite les personnes à faire une migration. En douceur ou pas, on va discuter de certains éléments ensemble. Donc, c'est la technologie de sécurité WPA3, donc le Wi-Fi Protected Access version 3, pour laquelle, dans le fond, il y a un requis. Cette technologie est requise pour, entre autres, la technologie Wi-Fi 6E, qui se trouve être la nouvelle mouture du sans-fil articulée sur la bande de fréquence 6 GHz. Je vais enchaîner avec aussi les nouvelles techniques. Donc, certains d'entre vous l'utilisent déjà. Donc, le eTeep, qui est la nouvelle mouture pour faire de l'authentification de manière sécuritaire sur votre réseau filaire ou sans fil. Et pour parler plus précisément de cette nouvelle mouture-là ou de cette nouvelle technologie, j'ai invité Yann Coder, qui est le responsable des technologies de l'information à la Commission scolaire de Montréal, ou plutôt Centre de services scolaires de Montréal, pour lequel il va, dans le fond, nous partager les plus et les moins de cette technologie, parce que, bon, il y a des pour, des contre, des cas de figure où c'est plus difficile à implanter, ou parfois ça ne fait pas de sens. Donc, on va pouvoir discuter de ça. Et on va enchaîner aussi sur les défis d'Android 11, donc les difficultés de certaines moutures d'Android liées justement au rehaussement de sécurité vers le WPA3. Et on va finir avec, dans le fond, certaines stratégies pour vous aider à faire une migration en douceur, car le WPA3 est un incontournable. Et on va, dans le fond, vous donner quelques lignes directrices pour vous simplifier la vie. Alors, sans plus tarder, je vais démarrer la présentation du point de vue technique. Donc, du point de vue de la sécurité, au niveau des réseaux sans fil, peut-être vous étiez au courant, peut-être pas. Et il y a eu une espèce d'ébauche qui avait été élaborée par l'I3E lors des tout débuts, le balbutiement là, du réseau sans fil. Et la norme WEP, donc le WEP, a vu le jour en 1997. C'était une technologie qui était malheureusement très peu robuste. En fait, l'une des premières choses qui a été craquée, c'était justement l'authentification web. Donc, un peu plus tard, je vais vous montrer une capture de paquet. Vous allez voir justement que dans le standard sans fil, il y avait une méthodologie d'authentification. Ces trames d'authentification, d'ailleurs, suite à la vulnérabilité du web, ont été abandonnées pour les implantations liées au WPA ou WPA2. Et maintenant, avec le WPA3, enfin, nous utilisons à nouveau les trames d'authentification sans fil
pour faire de l'authentification. Alors, c'est comme un renouveau d'une certaine manière. Alors, dans le fond, juste peut-être pour expliquer plus techniquement, l'authentification web était un peu un beau gâchis, dans le sens où on utilisait un algorithme de chiffrement. Il faut distinguer deux choses dans la cryptographie. On a des algorithmes de chiffrement qui sont symétriques et des algorithmes qui sont asymétriques et qui peuvent servir, entre autres, à faire ce qu'on appelle des signatures numériques, donc comme on voit avec des algorithmes comme le MD5 ou encore le SHA, soit en version 1 ou en version 2, qui permettent justement d'avoir des espèces de fonctions qui sont unidirectionnelles. Donc, c'est des fonctions qui sont non réversibles, faisant en sorte qu'il est possible de produire une espèce de résumé mathématique qui permet de faire une espèce de signature. Alors, lorsqu'on utilise un algorithme qui fait comme une espèce de signature, ça nous permet de faire comme une espèce d'authentification. On peut utiliser ça pour la validité de l'authenticité d'un dispositif ou d'un individu. Alors, dans le contexte de web, on avait utilisé un algorithme qui se trouve être le RC4, qui sert normalement pour le chiffrement, mais on l'avait utilisé pour effectuer des signatures comme ça. Donc, comme l'algorithme RC4 est réversible, l'authentification ne pouvait pas donc être fiable car l'authentification était réversible. Alors, c'était la raison pour laquelle ça a été la toute première chose qui a été cassée. Et d'ailleurs, jusqu'à tout récemment, j'ai eu à faire face, en passant sur des infrastructures Aruba, bien qu'il est possible de supporter le standard web, il est à noter qu'on ne supporte pas du tout l'authentification web. Donc, Aruba a toujours eu des considérations assez importantes là, et assez musclé, si je pourrais dire, au niveau de l'attitude à prendre, au niveau de la sécurité. Et l'authentification web n'est tout à fait pas permise sur un réseau sans fil Aruba. Ça a amené certains défis d'interopérabilité avec de la téléphonie IP, entre autres. Oui, merci Isabelle. Oui, effectivement, si vous voulez m'interrompre ou poser certaines questions, n'hésitez pas à le faire quand vous voulez. Donc, un peu plus tard, suite à l'exposition des différentes vulnérabilités liées au protocole de sécurité web, le Wi-Fi Alliance a décidé d'élaborer ce qu'on appelle le Wi-Fi Protected Access, donc la norme WPA. Une chose qui est à noter, la norme WPA n'est pas une norme qui a été élaborée par le I3E. Donc, c'est une pseudo-norme, si on pourrait dire. Ça utilise un système d'échange de clés qui s'appelle le TKIP. Et ça permet de générer des clés de session qui sont articulées sur justement une clé maîtresse qui a été dérivée soit d'un secret prépartagé, donc le Pre-Shared Key, le PSK, ou encore par la suite d'une négociation avec un serveur d'authentification Radius pour dériver la clé maîtresse. Cette norme-là, en fait, a été dérivée et utilise toujours, dans le fond, l'encodage qui est RC4, de manière à pouvoir rehausser la sécurité sur des équipements qui, à l'époque, étaient d'actualité, donc des équipements qui étaient de type legacy, qui ne pouvaient pas effectuer justement du chiffrement de type AES. Alors, bien entendu, il y a certaines limitations, certaines problématiques de performance à utiliser justement le protocole TKIP parce que le protocole ne pouvait pas fonctionner au niveau entièrement, du moins entièrement au niveau du chipset. Donc, il devait nécessairement faire, entre autres, le Message Integrity Check pour faire l'intégrité des données, donc l'espèce d'algorithme de hachage, ne pouvait pas être exécuté directement au niveau du chipset, devait donc être computé par le CPU de la machine qui
exécutait, dans le fond, l'envoi des trames sans fil. Et par conséquent, ça imputait une taxe importante là, au niveau de la performance des systèmes. Tout ça a mené, dans le fond, avec justement la ratification du standard I3E 802.11i à la norme WPA2, qui, dans le fond, est celle qui est, jusqu'à tout récemment, celle qui était d'actualité et qui menait, dans le fond, à effectuer de manière sécuritaire des échanges, soit avec un pre-shared key ou encore avec justement une clé qui était dérivée de l'authentification radius sous-jacente. Toutefois, bon, ben, WPA2, hein, depuis le temps, on a exposé certaines problématiques. Entre autres, justement, il était possible de faire ce qu'on appelle des denial of service attack, des trames de contrôle n'étant pas protégées, par exemple. Bon, en sans fil, hein, toutes les trames, même si elles sont chiffrées, les adresses MAC demeurent, disons, visibles, en clair, pour des fins de bon fonctionnement du système. Donc, il est toujours possible de faire ce qu'on appelle du MAC spoofing, donc être capable d'usurper l'identité d'un dispositif légitime sur le réseau. Et plus récemment, on a vu le jour, on a vu justement certaines possibilités d'effectuer le cassage de clés. Et dans les premières choses qui ont été cassées, c'était justement les clés de multicast, donc les clés communes à plusieurs dispositifs qui partagent le même média. En fait, tout ça est comme dérivé du four-way handshake, c'est-à-dire que lorsqu'on fait l'établissement de la session, on va installer justement les clés qui sont des clés transientes, transient keys. Je ne sais pas si le terme peut être employé du côté francophone, mais c'est des clés temporaires de session qui vont être dérivées de la clé qu'on appelle le pairwise master key. Cet échange de clés-là se doit d'être effectué dans le temps et fait en sorte que justement, on a une possibilité de créer, ça mène à une certaine vulnérabilité dans cet échange de clés-là. Donc, il est possible pour des personnes d'utiliser avec des systèmes relativement rapides, d'utiliser justement cette notion-là de dérive temporaire. D'ailleurs, la nouvelle norme WPA3, on va faire justement une authentification simultanée des deux dispositifs, faisant en sorte que justement, on n'a pas cette notion-là d'échange qui doit passer nécessairement dans un ordre très strict et rigoureux, comme ce qu'on a justement avec l'échange de clés WPA2. Donc, dans les limitations qu'on voit justement avec le WPA2, c'est à moins qu'il y ait, par exemple, la mise en place de la norme 802.11W, qui malheureusement n'a pas été encore, en fait, elle est maintenant normalisée et intégrée au WPA3, mais comme c'est une implémentation qui présentement est optionnelle, il y a certains drivers qui, malheureusement, ne supportent pas cette implémentation-là de manière adéquate. Ça a mené à des problématiques, justement, d'interopérabilité, encore une fois, lors de l'intégration, justement, du 802.11W par le passé. Alors, il est toujours possible, dans un réseau WPA2, de déconnecter des usagers, de les déconnecter de leur session. Lorsqu'on utilise, dans le fond, SSID ouvert, OpenSSID, bon, ben, l'information qui circule sur le réseau ouvert, elle est non chiffrée dans l'air. Bien entendu, de nos jours, beaucoup de flux sont HTTPS, faisant en sorte que justement, bon, ben, on a quand même la couche à plus haut niveau, au niveau applicatif, qui s'occupe de faire ce chiffrement-là. Mais ça laisse quand même ouvert certaines informations qui pourraient être capturées par des personnes malicieuses là, qui pourraient être des observateurs extérieurs. Alors, c'est quand même pas quelque chose que nous préconisons ou recommandons. Les clés PSK,
hein, sont partagés par plusieurs dispositifs qui utilisent tous le même SSID. Et souvent, bien, on va voir justement ces clés PSK-là être divulguées ou encore il y a des applications qui peuvent être exécutées sur des téléphones intelligents qui permettent justement de partager les SSID ou les profils SSID qui sont détenus par un individu à travers une communauté, faisant en sorte que, bon, le fameux secret de la clé prépartagée ne reste pas tellement secret très longtemps. Les clés de session qu'on utilise, justement, le PSK, sont dérivées, en fait, d'éléments qui sont connus. Donc, sont dérivés non seulement du secret, mais sont dérivés aussi du SSID et de la longueur du SSID, faisant en sorte qu'il est possible pour une personne malicieuse de faire ce qu'on appelle le précalcul du Rainbow Table, basé sur le SSID, ce qui va faciliter et accélérer le cassage de la clé PSK. Bon. Certaines organisations ont décidé de créer des noms de SSID super longs et différents à chaque fois, comme par exemple, si vous regardez là, les valideuses sans fil de l'Auto-Québec, ben, chaque valideuse a son SSID propre qui est long, ce qui fait en sorte que bon, ça expose moins possiblement la capacité de quelqu'un à pouvoir intercepter le flux de la valideuse en question. Bon, est-ce qu'on peut faire mieux de nos jours? Oui, bien entendu, et c'est ce que je fais en venir, justement. Dans les difficultés liées avec le WPA2 entreprise, ben oui, c'est un protocole qui est quand même robuste, c'est une norme qui est quand même robuste, mais lorsqu'on pense juste à embarquer des dispositifs BYOD ou encore les dispositifs de l'Internet des objets, ça reste quand même très complexe là, pour enrôler ces dispositifs-là. Et l'un des points qu'on va jaser un peu plus tard, c'est justement pour le Android 11, hein, pour des équipements personnels qui ne sont pas gérés par un MDM, ça mène à certains casse-têtes dans certains cas. La vérification de la chaîne de certificats est optionnelle hein, du point de vue WPA2. Ben, c'est ce qu'on est en train justement avec le rehaussement avec le WPA3 de rendre obligatoire et ce qui mène justement à la difficulté de l'Android 11. C'est, dans le fond, toute cette notion-là, cette histoire-là de la chaîne de certification. En fait, je vous inviterais à regarder un petit truc ici. Et puis ça date de quand même longtemps. Il y a une espèce de super ingénieur, si je pourrais dire. C'est M. Moxie Marlinspike qui, lors d'un Black Hat Fest en 2009, avait exposé justement les problématiques justement liées à la chaîne de certificats au niveau justement des authentifications. Puis lui, dans son contexte à lui, c'était dans un contexte de validation de certificats pour des sessions HTTPS. Et il avait élaboré, et qui est encore actif de nos jours, c'est dans le fond une application qui est disponible hein, sur GitHub, ça s'appelle SSL Strip. Certaines appliances hein, de nos jours, lorsqu'on fait justement du SSL Inspection dans certains contextes, ce genre d'application que M. Marlinspike a développé permet, dans le fond, de briser cette chaîne de confiance-là et de s'insérer sans que personne puisse s'en rendre compte. Et c'est encore d'usage. Et bon, c'est hors d'un Black Hat Fest. Hein. Alors, juste pour les White Hats, c'est les gentils. Les Grey Hats, ils ne savent pas de quel côté pencher. Et dans le fond, lors d'un Black Hat Fest, c'était pas nécessairement pour le bien de la communauté. Mais bon, hein, toute mauvaise chose hein, peut être utilisée à bon escient et c'est grâce, dans le fond, à sa découverte qu'on a justement du SSL Inspection là, qui peut fonctionner maintenant. Alors, toute mauvaise chose peut être utilisée à bon escient. Comment on dit déjà? C'est si tu fais le bien, fais le mal, car le mal bien fait ne fait jamais bien mal, ou quelque chose dans le genre.
C'est un peu ça. Et bien entendu, bon, le WPA2, PSK, bon, un peu comme je vous l'ai exposé, il est vulnérable entre autres à des attaques de dictionnaires qui peuvent être accélérées avec des rainbow tables. La possibilité aussi de réinstallation de clés, justement à cause de l'échange de clés, et faisant en sorte là, justement que quelqu'un pourrait tout d'un coup s'insérer dans le milieu. Et ça, on peut avoir ça avec la fameuse application disponible hein, sur l'Internet. Donc, le WPA2 crack, le Key Reinstallation Attack. Alors, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que en lui-même, le four-way handshake, il est correct tant qu'on l'exécute correctement dans les bonnes pratiques. L'encryption, CCMP, donc qui est articulée sur justement le AES, le chiffrement AES. Dans le fond, ça aussi, c'est sécuritaire, ça aussi, c'est fiable. C'est plus la notion de la combinaison. Donc, c'est la manière dont ça a été implanté qui fait en sorte que, bon, ben, ça ne fonctionne pas. D'où l'exemple, justement, hein, des ponts qui n'arrivent pas, ou encore des tiroirs de cuisine que finalement, on n'est pas capable de les ouvrir adéquatement. Donc, toujours faire attention, valider le ou la cuisiniste qui vous fait votre design. Un petit clin d'œil. Mon épouse étant designer d'intérieur. Donc, avec la nouvelle norme WPA3, on a dans le fond un handshake simultané qui est beaucoup plus sécuritaire. On introduit dans le fond une notion de sécurité pour les réseaux ouverts qui nous permet dans le fond d'offrir la sécurité même si c'est un Open SSID. Donc, on va être capable de générer des clés de session à la volée. Souvent, bon, ben, peut-être que vous vous étiez posé la question, pourquoi on ne pourrait pas faire comme ce qu'on fait sur un réseau filaire avec un réseau sans fil? C'est-à-dire que si, par exemple, sur mon réseau filaire, j'utilise du 802.1x, c'est-à-dire une authentification forte des dispositifs qui se connectent, et que mon dispositif échoue l'authentification 802.1x, bon, bien, sur le même port, je suis capable justement de procéder à ce qu'on appelle une authentification par MAC adresse. Et si j'échoue mon authentification par MAC adresse, bien là, je pourrais passer à une autre authentification qui serait, par exemple, un VLAN qui serait peut-être dans un VDOM ou encore dans un VRF de réseau invité avec potentiellement un portail captif ou tout simplement le laisser là dans une zone démilitarisée, complètement un petit carré de sable, un réseau d'accès personnel complètement isolé, lui permettant d'avoir accès, d'obtenir peut-être sa rémédiation pour les patchs de sécurité, etc., de manière à pouvoir se faire authentifier adéquatement un peu plus tard. Donc, sur un réseau sans fil, du moins en WPA2 entreprise, ce n'est pas possible de procéder de cette manière-là. Parce que justement, les clés, le pairwise master key est dérivé de l'authentification. Donc, ça vient du jeu de l'échange avec le serveur Radius en arrière-plan qui nous permet de générer la clé maîtresse pour la session de l'usager. Par conséquent, quelqu'un qui échoue son authentification ne dispose donc pas du matériel, du keying material, pour être capable de générer la clé maîtresse, faisant en sorte qu'il ne peut pas obtenir un accès sur ce SSID-là s'il n'a pas une authentification qui est légitime ou qui est validée. D'où la raison que ça va toujours prendre, du moins encore à ce jour avec le WPA3, un SSID de type entreprise, du moins minimalement pour une entreprise qui veut établir de bonnes pratiques de sécurité. Ça va prendre minimalement un SSID entreprise et un SSID invité. Et comme on va le voir un peu plus tard, bien, ce SSID invité-là va maintenant disposer des possibilités d'offrir justement un chiffrement dans l'air avec la norme OWE. Donc, dans les autres améliorations qui sont intéressantes, c'est qu'on va bientôt avoir la possibilité d'avoir ce qu'on appelle du
du provisioning, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de connecter des dispositifs qui ne disposent pas d'écran. C'est-à-dire que, donc, un dispositif de type IoT et être capable de l'enrôler au sein du réseau sans fil de manière simple et efficace. Ça va nous permettre aussi de rehausser le chiffrement, d'être capable d'aller chercher justement des mécanismes de sécurité rehaussés de ce point de vue-là, avec une possibilité de gestion clé avec des algorithmes à courbe elliptique. Donc, être compatible avec les normes, dans le fond, rehaussées de sécurité de type FIPS ou ce qui est requis au niveau du gouvernement fédéral américain dans les agences à 3 lettres comme le FBI ou la NSA. Et bien entendu, la validation de l'authenticité de chaque message va être rehaussée là aussi avec un système de hachage basé sur 256 bits, donc plus robuste là aussi. Un peu comme je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, donc la nouvelle méthodologie pour faire l'authentification et le handshake, bon, ben, ça va être sous la forme d'un échange simultané des deux partenaires. Donc, peut-être certains d'entre vous ont vu les premières implémentations justement du WPA3. Bon, dès sa mise en sortie ou dès sa sortie, le WPA3, déjà certaines personnes avaient exposé certaines vulnérabilités au niveau du protocole WPA3 qui ont été colmatées depuis. En fait, il s'agissait d'implémentations qui étaient pour des dispositifs dont le CPU était peut-être un petit peu plus limité au niveau du processing et pour lequel, justement, il procédait de manière plus séquentielle, un peu comme l'échange WPA2 au lieu de le procéder de manière simultanée, faisant en sorte que là, on se retrouvait avec des vulnérabilités de réinstallation de clés, un peu comme ce qui avait été exposé du côté WPA2 PSK. Chose qui maintenant est colmatée. On se retrouve avec du WPA3 de type entreprise, avec justement l'option de base. Tous ici, normalement, vous devriez utiliser l'option de base. La suite B, qualifiée Top Secret, utilise justement des clés qui sont plus rehaussées, entre autres justement pour les options là, de la NSA ou du FBI. Alors, toute cette méthodologie-là supporte le Opportunistic Key Caching qui permet d'effectuer justement la cache des clés, faisant en sorte qu'on est capable de faire une itinérance qui est beaucoup plus rapide. Le WPA3 oblige la validation de la chaîne de certificats. Donc, le trust chain doit être entièrement validé pour justement éviter les problématiques qui avaient été exposées par Moxie Marlinspike et éviter justement des problématiques là, qui seraient liées, par exemple, à des faux SSID qui pourraient être mis en place avec une fausse infrastructure Radius pour leurrer des individus et être capable de récolter de l'information sur les comptes usagers, par exemple, qui seraient légitimes sur et d'avoir, dans le fond, le hash de l'échange de mots de passe. En passant, hein, pour le WPA2 entreprise, même si, admettons, quelqu'un mettait en place un faux SSID comme ça, si vous adoptez des bonnes pratiques au niveau des mots de passe, c'est-à-dire que vous obligez une certaine longueur, par exemple 10 caractères avec des caractères majuscules, minuscules et caractères spéciaux, la capacité de réussir à casser ce type de chiffrement ou ce type de mot de passe avec une certaine complexité est très, très difficile. À moins d'être vraiment très, très, très chanceux et que le mot de passe en question se retrouve dans un dictionnaire préconstruit. En tout cas, très récemment, il y a eu un audit de sécurité sur cet effet-là particulier à l'Université McGill. Ils ont justement essayé de faire
le cassage d'une clé, et avec les pratiques qui étaient en place à l'université, ils n'ont pas été capables justement de casser et d'obtenir l'accès. Donc, WPA2, entreprise, demeure quand même quelque chose de robuste, pour autant que vos règles au niveau des mots de passe sont d'une très bonne complexité. Ce qui est aussi super important, c'est que maintenant, là, le fameux Protected Management Frame, le 802.11W, qui permettait justement d'empêcher certaines attaques de déni de service en désassociant ou déconnectant des usagers, est maintenant normalisé au sein de la norme WPA3. Ce qui fait en sorte que maintenant, dès que tu es certifié WPA3, ben, tu es en mesure justement de supporter cette sécurité au niveau des trames de contrôle, et des trames de gestion, excusez, ce n'est pas les trames de contrôle, mais bien les trames de gestion, faisant en sorte qu'on s'évite ce genre de soucis où un observateur extérieur pourrait se mettre à déconnecter des usagers simplement pour les enquiquiner ou carrément se réserver le privilège d'avoir accès à l'ensemble de la bande passante. Donc, récemment, justement, je parlais de l'Université McGill, mais bon, il y a à peine un an, ils ont eu justement un événement où un individu au sein de la classe avait décidé justement de se réserver l'ensemble de la connectivité pour lui seul, en déconnectant tous ses collègues. Bon, en tout cas, il a été rencontré, il ne recommencera plus. Et dans les autres choses qui sont très intéressantes, hein, le Pairwise Master Key Caching, c'est-à-dire c'est l'évolution du 802.11r pour l'itinérance rapide. Certains d'entre vous ont peut-être justement désiré activer justement le 802.11r. C'est un protocole fantastique qui permet justement de réduire la pression sur votre serveur Radius, faisant en sorte que justement l'échange, le Pairwise Master Key est pré-partagé sur tous les AP qui sont avoisinant celui sur lequel le dispositif est connecté, faisant en sorte que l'itinérance se fait très rapidement. Donc, on parle vraiment de diminuer l'itinérance aux alentours de 25 ou 50 millisecondes. Donc, on est capable justement de supporter voix et vidéo sur le Wi-Fi avec justement un roaming qui est totalement transparent. Bon. Encore une fois, hein, comme il s'agissait d'une norme qui était optionnelle, mais certains dispositifs, malheureusement, dès que l'item ou l'élément d'information était présent pour le 802.11r, il n'arrivait tout simplement pas à se connecter. Donc, on a eu plusieurs éléments d'incompatibilité encore à ce jour qui posent plusieurs problèmes dépendamment des dispositifs que vous supportez. Et encore à ce jour, ça devient quelque chose qui est peut-être possible là, à implanter. Là, dans plusieurs écoles, j'ai vu justement des personnes audacieuses qui ont été à succès capables d'activer justement le 802.11r, mais il faut quand même être conscient que ça dépend beaucoup de l'écosystème de dispositifs que vous avez et que vous gérez au sein de votre parc et des versions de driver que vous avez au sein de votre parc informatique, qui peuvent faire en sorte que ça accroche. Chose qui est intéressante avec le WPA3, maintenant, ça va être une chose qui va être normalisée, donc intégrée au standard. Donc, ça va nécessairement devoir être qualifié et validé pour obtenir le sceau de conformité au niveau WPA3, faisant en sorte que tous ces soucis d'interopérabilité vont éventuellement disparaître grâce au WPA3. Tout à l'heure, je vous glissais un petit mot justement sur le Opportunistic Wireless Encryption, le OWE. Donc, ça va vous permettre d'offrir un service. Dans le fond, techniquement, hein, ça va faire en sorte que vous allez avoir, lorsque vous allez activer le mode transition sur votre SSID qui est ouvert présentement. Et à date, il n'y a pas de contrainte. Hein, vous pouvez l'activer en passant. Ça fonctionne bien. D'ailleurs, le WPA3 et OWE est supporté sur tous les AP de la série 300 en montant. Sur les AP de la série 200, c'est supporté seulement sur une infrastructure de type contrôleur.
Malheureusement, les points d'accès de la série 200 en formule instant ne peuvent pas bénéficier des capacités pour être capable d'offrir le WPA3. Alors, chose qui est intéressante ici, c'est que lorsqu'on active le mode transition, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on va avoir dans le fond notre SSID ouvert qui va être disponible pour justement les dispositifs de type un peu plus legacy qui, eux, n'ont pas les capacités de supporter le OWE. Et on va avoir une espèce de SSID qui, lui, va être chiffré, qui va être nommé, si je ne me trompe pas, avec un underscore au tout début. En tout cas, il va avoir une espèce de code. Donc, vous allez avoir un nouveau SSID qui va apparaître si vous scannez votre réseau. Et automatiquement, les dispositifs qui, eux, vont s'associer, qui vont, à travers les trames d'authentification Wi-Fi, signaler leur capacité à être capable de supporter le OWE, vont être redirigés vers cet autre SSID-là qui, lui, va être chiffré dans l'air. Bon, c'est sûr que l'OWE, c'est bien, ça va permettre de chiffrer les communications, mais l'OWE, dans le fond, c'est un réseau qui est non authentifié. Donc, c'est un réseau qui est de nature ouverte. Donc, ça ne permet pas de valider les dispositifs clients qui se connectent. Ça ne permet pas non plus pour les dispositifs clients de s'assurer qu'ils se connectent sur la bonne infrastructure. Donc, ça ne permet pas. Donc, quelqu'un de malicieux pourrait décider d'imiter le SSID du café d'en face et d'être capable de leurrer les usagers à venir se connecter. Et les usagers pourraient se sentir avec un faux sentiment de confiance en sécurité, sachant qu'ils sont sur un réseau OWE qui est chiffré dans l'air, mais qui malheureusement les amènerait dans une infrastructure malicieuse. Et lorsque l'infrastructure malicieuse est en place, bien, il devient aisé de faire de l'analyse. On devient comme une espèce de man in the middle, puis on voit tous les flux qui passent. Et donc, il est possible justement d'intercepter ou encore de rediriger certains flux et entre autres de créer, mettons, de faux sites web HTTPS, entre autres grâce au SSL strip de Moxie Marlin Spike, encore une fois. Dans les nouveautés, donc Aruba travaille justement à l'élaboration de ce qu'on appelle le Device Provisioning Protocol. Chose qui est pas encore complètement, on est à la deuxième mouture là, présentement. On est en train de raffiner, dans le fond, cette nouvelle possibilité-là. Puis je vais vous le résumer un peu. Ça va permettre d'embarquer les dispositifs de manière simple et efficace. Donc, et entre autres, les dispositifs qui ne disposent pas d'un écran, donc des dispositifs qui, eux, nécessiteraient, dans le fond, une connexion avec du WPA PSK, par exemple, WPA2 PSK, ou là, ça serait WPA3, pour embarquer sur le réseau d'une manière simple. Ça va se trouver à remplacer le WPS. Le WPS, le Wi-Fi Protected System, l'espèce de truc avec le push button, là, souvent vous allez avoir ça là, à la maison. Là, vous avez un bouton pour faciliter la connexion de vos dispositifs et les enrôler plus facilement. Bon, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ça, c'est un protocole qui n'est pas sécuritaire, hein, qui a été cassé d'une certaine manière relativement rapidement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout à fait logique. Hein? On prend un gros mot de passe hein, qui, une fois qu'on a appliqué justement le SSID, la longueur du SSID, notre clé PSK, qu'on a passé ça dans la machine à saucisse, ça nous crée dans le fond un pairwise master key qui est sur 256 bits. Avec le WPS, on va se trouver à essayer de faire un résumé mathématique qui est plus simple, qui nous permet de rentrer juste quelques chiffres ou quelques lettres ou d'échanger cette information-là d'une manière beaucoup plus simple, soit out of band ou carrément avec le truc du push button, etc. Bon. C'est sûr que si tu prends quelque chose qui est mathématiquement complexe à 256 bits et que là, tu le résumes, tu crées un résumé mathématique qui est plus petit
nécessairement, tu vas être sujet à des collisions. Et c'est exactement cette vulnérabilité-là des collisions qui est exploitée pour casser des réseaux qui utilisent le WPS. Donc, si vous avez ça à la maison, en passant, hein, vous le désactivez. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, sur une infrastructure Aruba, on n'offre pas le WPS. Hein, parce que ce n'est pas sécuritaire. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une pratique de type entreprise. Toutefois, ben, le besoin demeure, c'est-à-dire on a besoin d'avoir quelque chose qui serait beaucoup plus simple pour être capable d'embarquer les dispositifs. Alors, l'idée ici, globalement, c'est qu'on va avoir deux éléments. On va avoir une espèce de configurateur qui va potentiellement être une app sur votre téléphone intelligent, qui va être, dans le fond, le gestionnaire du device provisioning. Et vous allez avoir des petits dispositifs qui vont être, par exemple, livrés chez vous avec un espèce de code QR qui va être fixé sur le dispositif en question et qui va vous permettre justement d'être scanné par votre téléphone, votre système de provisionnement. Et grâce à ce système-là, ben, il va être capable d'aller récupérer avec le code QR l'information, être capable justement d'initier une espèce d'échange à clé publique et être capable de configurer le dispositif de manière à ce qu'il puisse se joindre sur le réseau sans fil de manière sécuritaire. Donc, c'est comme une espèce de système out of band qui, lui, va être de confiance, qui va permettre d'utiliser les informations cryptographiques qui sont sur le code QR de l'équipement en question, de manière à pouvoir l'autoriser sur votre réseau. Bon. Et cet encodage-là va être, dans le fond, lié à l'adresse MAC du dispositif avec la clé publique qui est imbriquée au sein même de l'appareil lorsqu'il a été usiné. Bon, d'ici là, c'est sûr que, et même présentement, bien, ça ne vous permet pas justement de faciliter la tâche pour embarquer des dispositifs qui ne sont pas capables de fonctionner, par exemple, avec du WPA2 entreprise. Et bien entendu, ces dispositifs-là, peut-être que vous ne voulez pas les avoir sur un réseau SSID ouvert. Hein? Donc, on parle, par exemple, à la cafétéria de systèmes de terminaux de point de vente, ça pourrait être des caméras de surveillance sans fil ou encore des imprimantes qui ne seraient pas capables de fonctionner avec avec du WPA2 entreprise. Alors, présentement, hein, on a une grave problématique qui se trouve avec le WPA2 PSK. Comme je vous en ai parlé un peu précédemment, bon, il y a des vulnérabilités qui sont liées justement au PSK. Et ça fait en sorte qu'on a plusieurs dispositifs qui doivent tous partager la même clé qui aisément peut se retrouver diffusée où ce secret-là peut devenir très rapidement un secret de polichinelle. Et on voit d'autres dispositifs qui se mettent à utiliser cette même clé, mais qui ne sont pas normalement autorisés à aller sur ce SSID-là. Alors, pour contrer cette problématique-là, Aruba, dans le fond, historiquement, on se retrouvait justement à être obligé de créer plusieurs SSID. Mais là, du côté Aruba, on ne vous recommande pas justement d'aller au-delà de 4 SSID. Idéalement, on va essayer de réduire le plus possible le nombre de SSID. Et ça fait en sorte que justement, on était comme un petit peu mal pris de ce côté-là. D'où la raison que Aruba a élaboré ce qu'on appelle le multi-PSK, c'est-à-dire qu'il est possible pour vous d'avoir un même SSID et d'avoir des clés différentes en fonction de la MAC adresse du dispositif. Donc, dans le fond, c'est un SSID PSK avec du MAC-Auth d'authentification par MAC adresse, pour lequel on va injecter la clé la clé PSK qui doit être utilisée par ce dispositif-là ou ce groupe de dispositifs-là de manière à vous offrir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la flexibilité
d'avoir des clés qui sont différentes pour chaque dispositif ou catégorie de dispositif, tout en ayant un seul et même SSID, faisant en sorte qu'on évite la multiplication des SSID, donc la multiplication des trames de contrôle et des trames de gestion, qui vont avoir un impact négatif sur la performance de votre réseau sans fil. Pour être capable de mettre ça en place, bien, ça vous prend, dans le fond, un système d'authentification, le système d'authentification ClearPass, qui vous permet justement, à partir de la version 6.8, de supporter des authentifications par MAC adresse avec justement une clé multi-PSK qui serait injectée dans l'authentification. Ça vous prend aussi justement le contrôleur de mobilité version 8.4 et plus, ou encore Aruba Instant version 8.4 et plus, vous permettant justement de supporter le multi-PSK. Donc, rapidement, dans le fond, le processus d'authentification, c'est que vous avez votre dispositif, il va faire sa requête de connexion. La requête de connexion va être acheminée sous la forme d'une authentification par MAC adresse du contrôleur ou du point d'accès instant vers ClearPass, qui, lui, va valider dans sa table de correspondance et retourner, dans le fond, les informations, le Radius Access Accept avec la clé, qui va permettre justement de faire le four-way handshake et d'offrir la connectivité de manière chiffrée. Bon. Tout ça, c'était pour vous permettre, dans le fond, de nous amener justement au Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E qui se trouve être la nouvelle norme, faisant en sorte là, justement de supporter le 6 GHz. Cette norme qui, en passant depuis le début de la semaine, hein, est officiellement autorisée au Canada. Hein, grande nouvelle. Donc, le Canada a finalement donné son approbation pour l'usage de la bande de fréquence 6 GHz. Et ça va nous permettre justement de mettre en place cette information. Je veux dire, c'est mettre en place justement des réseaux sans fil qui vont utiliser cette nouvelle bande de fréquence. Donc, cette nouvelle bande de fréquence, la Wi-Fi Alliance l'a encadrée de manière à stipuler que justement, il n'est pas possible d'utiliser des équipements qui sont de type legacy. Donc, tous les équipements qui ne supportent pas le WPA3 ne peuvent pas se connecter sur la bande de fréquence 6 GHz. Tous les réseaux ouverts qui n'ont pas de chiffrement ne sont pas autorisés sur cette bande de fréquence. Donc, c'est nécessairement du Enhanced Open, OWE, ou encore WPA3 personnel ou entreprise qui peuvent fonctionner sur la bande de fréquence 6 GHz. Par conséquent, il va être possible là, du côté, parce que normalement, un profil sans fil qui était défini soit avec le mode de transition, soit avec du WPA2 sur les bandes de fréquence 2.4 ou 5 GHz, ne peuvent pas être annoncés sur le 6 GHz. Puis de manière intelligente, du côté Aruba, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le mode de transition, on va être en mesure justement de forcer l'usage de tout ce qui est chiffrement WPA3 pour un même SSID là, qui est offert en 2.4 et 5 GHz. Mais lorsqu'il va arriver en 6 GHz, il va être pur WPA3. Donc, ça va permettre justement d'offrir une transition et c'est la raison pour laquelle justement vous devez planifier dès aujourd'hui votre stratégie de migration vers le WPA3. Parce que ça va être une nécessité. Ça va être une nécessité pour fonctionner avec la nouvelle norme Wi-Fi 6E. Donc, c'est... et voilà. Et là, je vais faire, dans le fond, une petite transition pour plus vous parler de comment fonctionne le 802.1x, que ce soit autant au niveau filaire qu'au niveau sans fil. De manière à avoir une bonne compréhension de la suite des choses et des autres éléments au niveau du WPA entreprise
et comment fonctionnent justement les authentifications et tout ça pour en venir avec la nouvelle norme d'authentification qui est le EAP. Jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que c'est clair? Je vois qu'Anthony m'a fait signe un petit point, justement, un petit point. Le CIUS du Nord de l'île de Montréal a en fait mis en place la stratégie du multi-PSK pour justement les dispositifs biomédicaux. Donc, ils ont un SSID qui est unique et ils font justement de l'authentification PSK pour les dispositifs qui ne supportent pas le mode entreprise. Et en utilisant le multi-PSK, mais ça permet non seulement d'éviter d'avoir la même clé maîtresse qui est utilisée partout, mais d'avoir des clés qui sont spécifiques à certains dispositifs et aussi de dériver certains rôles qui sont spécifiques par dispositif. Comme par exemple, il y a des équipements de télémétrie Space Labs qui sont utilisés, qui doivent aller dans un VLAN qui est complètement distinct pour la télémétrie. Alors, ils sont en mesure justement de les envoyer spécifiquement dans ce rôle-là avec justement tous les éléments de QoS qui vont permettre d'assurer la qualité de service qui est requise pour le bon fonctionnement de ces équipements-là qui sont critiques pour la surveillance des signes vitaux. Alors, c'est le type d'intervention, d'enrobage qui est possible de faire. Donc, ça va au-delà de juste mettre, admettons, une clé PSK qui est différente pour un dispositif. C'est qu'on peut ficeler ça avec justement un rôle qui va s'assurer d'appliquer les bonnes règles, les bonnes sécurités pour permettre au dispositif de fonctionner de manière la plus optimale possible sur le réseau sans fil. Ce qu'on veut, c'est que justement la surveillance des signes vitaux passe en priorité avant, par exemple, une personne qui est un invité qui, lui, veut aller sur YouTube ou jouer à ces petits jeux de Candy Crush, par exemple, pendant qu'il est dans la salle d'attente. Donc, c'est les bonnes choses qu'on est capable de mettre en place. L'autre chose qui a été mise en place, entre autres au CIUS du Nord, c'est pour le réseau invité. Ils ont activé justement le OWE. Donc, ils ont une espèce de petit portail captif et les individus qui sont capables, sans même le savoir, avec leurs dispositifs qui supportent cette nouvelle norme-là, ils vont se connecter. Et ce qu'on a pu observer, c'est qu'environ, c'est quand même surprenant, c'est étonnant, on a environ 20 à 25% des dispositifs qui vont bénéficier justement du chiffrement dans l'air pour le réseau invité. Alors, il y a quand même une pénétration de cette nouvelle norme-là qui est quand même étonnante. Je m'attendais à ce que ça soit moins que ça. Mais bon, et voilà. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, si vous voulez bien, on va enchaîner un peu. Les clients qui veulent avoir la série 600 au niveau des points d'accès doivent nécessairement, oui, avoir le support du WPA3. Nécessairement, les clients sans fil qui vont supporter la norme du Wi-Fi 6E. Donc, ils vont être capables de se connecter sur la bande de fréquence 6 GHz, comme par exemple Galaxy S21 ou Galaxy S22. Je pense le nouveau Pixel de Google. Ces dispositifs-là supportent le 6E, donc supportent la bande de fréquence 6 GHz et nécessairement fonctionnent avec le WPA3 et sont capables d'opérer avec la norme de sécurité rehaussée du WPA3. Alors, il y a déjà des dispositifs, il y a déjà un écosystème disponible là, sur le marché et déployé qui sont capables de fonctionner avec cette nouvelle norme. Ouais. Alors, donc, enchaînons sur le 802.1x. Donc, ça a été à l'origine déployé ou développé pour des réseaux câblés avec la notion de port de connexion. D'ailleurs, lorsque vous êtes en sans fil, vous vous dites peut-être, oui, bon, mais je n'ai pas de numéro de port, mais en fait, vous avez ce qu'on appelle des Association ID. Donc, chaque dispositif qui se connecte au niveau sans fil va obtenir un Association ID. Cette Association ID-là va être, dans le fond, son numéro de port correspondant. Ça va être son numéro de connexion.
Et lorsqu'on est, dans le fond, sur un réseau sans fil ou filaire, en fait, le point d'accès ou encore le commutateur va agir comme étant un authentificateur. Donc, on a 3 morceaux de robot ici. On a, dans le fond, le dispositif client qui, lui, souvent, on va l'appeler le supplicant, qui, lui, supplie, dans le fond, l'authentificateur pour le laisser passer. Donc, c'est le supplicant, l'authentificateur étant le point d'accès ou la switch, et on va avoir le serveur d'authentification qui, lui, va être l'autorisateur, qui, lui, va autoriser la connexion ou refuser la connexion. Par conséquent, tout ce qui est permis pour faire la connexion, c'est d'envoyer des trames d'authentification. Donc, le dispositif client qui requiert d'avoir l'accès, donc qui supplie pour obtenir un accès, va être autorisé à envoyer des trames qu'on appelle heap overland. Et on va voir le fameux protocole heap overland tout à l'heure, qui va, dans le fond, par la suite, être intercepté ou géré par le point d'accès ou le commutateur pour être réacheminé pour fin d'authentification du côté du réseau filaire en arrière-plan avec le protocole Radius, qui, lui, va servir à effectuer l'authentification. Donc, on se retrouve avec différents morceaux de robot et différents protocoles, puis on va voir les différentes piles. Donc, je vais quand même passer rapidement sur ces petits détails-là. Donc, on a une première couche qui se trouve à être le Extensible Authentication Protocol, qui initialement avait été élaboré pour les connexions point à point pour le protocole PPP. Donc, vous avez les petits détails ici. On va passer rapidement. Et tout ça va s'interconnecter de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on va avoir du côté du supplicant, du côté du client, une couche physique sur laquelle on va passer justement la couche physique peut être soit wireless LAN ou LAN, et pour laquelle justement on va passer ce qu'on appelle le heap over LAN. Et les méthodes heap vont venir s'imbriquer et passer par-dessus cette couche physique-là pour être acheminées au système, l'authentificateur, donc au système d'authentification, et être acheminées à travers le réseau filaire LAN en arrière-plan, à travers justement la couche du protocole Radius. Alors, le heap over LAN, différents paquets, tout ça, c'est fait pour justement être transporté à la couche d'accès, au Media Access Control Layer, pour être capable justement d'authentifier les dispositifs filaires ou sans fil. Le protocole Radius, lui, c'est plus pour le réseau corporatif de l'autre côté. Donc, ça nous permet justement d'effectuer ce petit échange-là. Donc, dans le fond, d'un côté, on a notre heap over LAN et de l'autre côté, on va avoir le heap over radius. Donc, on va avoir justement le démarrage de la session qui va être traduit en un heap start de l'autre côté. Notre serveur Radius va demander l'identité du dispositif qui se présente à nous. Donc, on va avoir le Identity Request, Identity Response, et par la suite, ça va être réacheminé de l'autre côté avec le Radius Username. Et le pourquoi, ça, c'est un élément qui est quand même relativement important parce qu'on va le voir un peu plus tard, il y a différentes méthodes d'authentification qui se rajoutent par-dessus la couche EAP. Et certaines, malheureusement, mènent à certaines vulnérabilités. Donc, elles ne sont tous pas égales. Et malheureusement, plusieurs d'entre elles, on les utilise encore de nos jours. Et ça mène à certaines... il faut être conscient. Il faut être conscient des limites du système tel que c'est présenté. Alors, différents mécanismes d'authentification, des couches heap, on en voit de plusieurs sortes. Donc, dans les premières générations, on a eu le heap MD5 à proscrire complètement. Leap, qui a mené à la fameuse application Asleep, petit jeu de mots à l'anglaise, qui cassait dans le fond ce protocole qui était spécifique et qui était propriétaire Cisco. ApeFast, qui avait les particularités d'être simple pour le déploiement et sécuritaire, mais pas les deux en même temps.
Donc, qui a été une première implémentation du côté Cisco qui permettait d'offrir ce qu'on appelle le chaînage des authentifications. Donc, être capable d'offrir le chaînage de l'authentification machine avec l'authentification usager. Certaines organisations utilisent encore ce petit truc-là, mais tranquillement, on va voir que les bonnes pratiques, ça va être de migrer vers le TEAP, qui est une norme officielle. IPTLS, bien entendu, comme le nom le dit, c'est basé sur justement une architecture à base de certificats. C'est à partir du IPTLS que la norme WPA2 entreprise a été élaborée. Donc, c'est vraiment ce standard-là qui est la pierre angulaire des authentifications pour les réseaux sans fil avec le WPA2 entreprise. Toutefois, il y a quand même des complexités à déployer le IPTLS parce que ça nécessite des certificats du côté client. Donc, il faut que les deux parties soient authentifiées à l'aide de certificats. Souvent, pour bien des organisations, c'est un casse-tête. Donc, la gestion des certificats, la complexité, le renouvellement des certificats, ça peut être quand même facilité par une intégration, soit avec un MDM ou soit avec justement la solution d'autorité de certification de Microsoft. Toutefois, dans certains contextes, entre autres pour les équipements BYOD, là, ça devient un peu plus difficile de les enrôler avec une autorité de certification privée. Ça va mener justement à des complexités qu'on va vous parler un peu plus tard là, avec Android 11. Donc, il y a certaines difficultés de ce côté-là. IPTLS, qui initialement avait été élaboré par Funk System ou Funk Software, je ne me rappelle plus du nom de la compagnie, mais dans le fond, l'idée ici était d'offrir quelque chose pour lequel on est obligé uniquement d'avoir un certificat du côté serveur Radius, mais pas obligé de l'avoir du côté client, avec une certaine flexibilité pour permettre d'offrir des connectivités avec des tokens RSA, là, donc du Secure ID ou des jetons qui seraient ajoutés, dans le fond, à la méthode d'authentification. IPSIM ou IPAKA, c'est deux méthodologies qui sont plus utilisées pour l'accès, mettons, pour des téléphones intelligents. Vous n'êtes pas sans savoir que vos téléphones intelligents disposent de ce qu'on appelle une petite carte SIM, fameuse carte SIM qui, dans le fond, dispose d'un certificat numérique qui permet d'authentifier le dispositif sans fil sur le réseau du fournisseur de services cellulaires. Alors, il est possible sur le réseau Wi-Fi, puis souvent, on va utiliser ça avec des méthodologies comme Passpoint pour faciliter le passage d'un dispositif sans fil vers un réseau Wi-Fi. On va voir ça, par exemple, chez certains fournisseurs lorsqu'ils vont, comme par exemple Vidéotron, sponsoriser un événement public à grand déploiement, comme par exemple un festival quelconque d'été, et pour laquelle ils vont déployer une solution sans fil, parce que le Wi-Fi fonctionne super bien à haute densité, alors que, déployer un point d'accès sans fil qui est prêt pour la haute densité, en prix de liste, c'est à peu près 1 000 $ le point d'accès, mais un microcell cellulaire, ça peut facilement valoir plusieurs dizaines de milliers, voire même, dépendamment là, de quel genre d'événement, une station de base cellulaire, ça peut se chiffrer dans les 100 000 $. Alors, être capable d'offrir une connectivité adéquate pour sa base d'usagers privilégiés, donc améliorer l'expérience de l'usager, on va essayer de faire en sorte que ces usagers-là vont automatiquement recevoir un profil SSID ou encore valider le profil du 802.11u qui se trouve être le Passpoint et faire en sorte que ces usagers-là, sans même qu'ils le sachent, vont faire ce qu'on appelle du Wi-Fi offload. Donc, vont basculer automatiquement sur le réseau sans fil, faisant en sorte que pour le fournisseur de services, sa base d'usagers va disposer d'une expérience optimisée et plus adéquate, plus fluide. Alors, ils vont trouver que leur réseau est vraiment hot.
Donc, il y a un intérêt quand même intéressant pour les fournisseurs de services à offrir une connectivité de type Wi-Fi pour ce type d'événement-là, faisant en sorte que pour eux, c'est leur image de marque qui est, dans le fond, mise de l'avant. Alors, d'où la raison d'avoir ces méthodes d'authentification-là. Et on en vient à justement le plus populaire, hein, le EPEEP, malgré que, bon, EPEEP avec la fameuse méthode MSCHAP V2, permet dans le fond une authentification avec votre nom d'usager, mot de passe du domaine et dans le fond de vous embarquer sur le réseau sans fil de manière transparente grâce à cette authentification-là, sans requérir d'avoir un certificat côté usager, côté dispositif client, et en ayant uniquement un certificat du côté du serveur Radius. Et finalement, bien, on a le TEEP, qui est la toute nouvelle méthode d'authentification. Donc, on va passer rapido. Donc, TLS, hein, bon, dans les difficultés qu'on a avec le TLS, je vous en parlais rapidement, ça nécessite de déployer des certificats du côté dispositif client. Bien entendu, pour le dispositif client qui, lui, veut le supplicant, dans le fond, qui supplie pour obtenir l'accès. Lui, il va envoyer son certificat de manière à faire en sorte que le dispositif, du moins la partie publique du certificat, il va l'envoyer au serveur Radius qui, lui, va devoir valider si ce certificat-là est toujours valide, soit avec les méthodes de validation de certificats avec le OCSP ou encore avec un Certification Revocation List, le CRL. Bon. Une fois que le dispositif client est validé, bien, on est en mesure justement d'autoriser le client à venir se connecter, mais le dispositif client, lui, doit valider s'il ne se fait pas leurrer, s'il n'est pas en train de se connecter sur une infrastructure qui était légitime ou qui aurait été clonée, un fake AP, par exemple. Donc, le dispositif client, lui, tout ce qu'il dispose, c'est dans le fond le CRL local, parce que lui, il n'a pas de connexion sur le réseau, il n'est pas encore autorisé sur le réseau. Donc, n'ayant pas la capacité de valider live si le dispositif est, sur lequel il essaie de se connecter ou le serveur sur lequel il essaie de se connecter, s'il est légitime ou pas, il doit se fier, dans le fond, à son Certificate Revocation List qui est local. Malheureusement, ce CRL-là, hein, dépendamment de votre implantation, il n'est rafraîchi que peut-être une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Donc, il faut regarder de ce côté-là cet élément-là. Donc, il faut quand même maintenir ça à jour. Par contre, si vous êtes dans une autorité privée que vous contrôlez pleinement, bien, vous avez quand même un peu plus de garantie parce que ça devient très difficile pour quelqu'un d'imiter la signature du serveur Radius. Bon, certains d'entre vous vont dire hey, « Oui, mais moi, je n'ai pas coché la validation du serveur Radius parce que ça menait à trop de difficultés pour déployer mes dispositifs. » Il faut que vous sachiez que, bon, ben, si vous ne validez pas l'authenticité du serveur Radius, ben, vous vous exposez au fait que l'individu, votre client sans fil, pourrait se faire leurrer et se connecter sur une infrastructure qui est illégitime. Puis, une fois que bon, l'authentification est passée, ça vous permet de vous connecter. Donc, ici, j'ai fait une petite capture d'écran. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de certificats dans une machine Windows. Vous avez, dans le fond, des certificats. Vous avez un Certificate Store qui est de type machine, puis vous avez un Certificate Store de type usager. Il est possible pour vous de déployer des certificats de manière automatisée dans les deux Certificate Store. Et c'est ce qu'a fait justement Hewlett Packard Enterprise. Donc ici, je vous ai mis dans le fond une capture d'écran de mon certificat de type machine. De mon certificat de type machine qui a été émis par Hewlett Packard. Et j'ai aussi mon certificat de type usager pour lequel, justement, lui aussi a été émis par Hewlett Packard. Bon,
du point de vue du profil sans fil, lorsqu'on utilise du HIP-TLS, peut-être certains d'entre vous l'ont noté, il est possible de sélectionner un profil sans fil pour lequel vous forcez une authentification de type machine seulement ou usager seulement ou les deux. Puis là, ben, c'est un « ou » logique, ça fait que dépendamment de la séquence, ça va être l'un ou l'autre qui va être choisi automatiquement. Par exemple, si je démarre mon poste sans fil, l'authentification, tant que je n'ai pas fait mon CTRL-ALT-DELETE pour me loguer sur la machine, l'authentification qui va être privilégiée ou qui va être utilisée, ça va être une authentification de type machine. Donc, si j'utilise mon certificat comme ça va être mon certificat TLS de l'identité de la machine qui va être présenté au serveur d'authentification pour être capable de m'admettre sur le réseau. Lorsque je fais mon CTRL-ALT-DELETE, le HIP Overland va terminer et une nouvelle session d'identité HIP Overland va être initiée. Et c'est là où je vais avoir mon identité de type usager qui va être passée. Et bien entendu, lorsqu'on utilise une authentification HIP-TLS avec une autorité de certification privée, ben, que ce soit un cas ou l'autre, ben, ça nous permet, dans le fond, avec une autorité de certification privée, de dire, ben, oui, ça, c'est un usager qui appartient à mon organisation ou ceci, c'est une machine qui appartient à mon organisation. Mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas les deux qui sont passés en même temps. Donc, par exemple, si dans mon serveur d'authentification Radius, je voulais chaîner ou créer des politiques qui sont spécifiques au fait d'un usager qui, lui, s'authentifie avec une session de type usager et m'assurer de donner des privilèges d'accès qui sont plus complets à mon infrastructure réseau si cet individu-là s'authentifie aussi avec son authentification machine et faire en sorte de combiner les deux identités, l'identité machine avec l'identité usager, de manière à dire, oui, ben, ça, c'est un dispositif que je gère sur mon réseau et par conséquent, je l'admets avec les pleins droits d'accès parce que je sais qui il est, je gère son antivirus, je gère la posture du dispositif, donc je l'admets de manière plus permissive sur mon réseau. Alors, en combinant ces deux méthodes-là avec le HIP-TLS, ben, je suis obligé de le faire chaîner dans le temps. Je ne les ai pas faits dans la même requête. Donc, ça mène à une certaine incertitude, si on pourrait dire. Et donc, je vais passer rapide de ce côté-là. Donc, si on regarde plus visuellement, donc on passe l'information du certificat client va être passée avec mon common name, c'est ce qui va me permettre dans le certificat d'aller chercher dans mon répertoire d'entreprise si l'individu est toujours valide. Et je passe le certificat du serveur Radius vers le dispositif client. Le dispositif client autorise, dans le fond, la connexion avec ce serveur d'authentification-là, ce qui me permet d'établir les clés ou de dériver les clés de Pairwise Master Key qui vont me permettre de chiffrer le data et de finaliser la connexion avec les broadcast keys. Puis une fois que tout ça est passé, mais là, je peux faire mon échange de données. Donc, en gros, c'est comme ça. Bon. La plupart des environnements, surtout dans les commissions scolaires, vont utiliser plus le PEAP, le Protected Extensible Authentication Protocol. Justement parce que ça ne nous oblige pas à déployer des certificats du côté client. Bon, toutefois, dans ce contexte-là, ce qu'il faut être conscient, c'est que le protocole PEAP n'a jamais fini par une espèce de norme officielle. C'est resté à l'état de draft. C'est une ébauche de protocole qui, malheureusement, est le protocole le plus utilisé présentement. Et malheureusement, qui est peut-être pas peaufiné adéquatement. Il y a certaines lacunes au niveau de ce protocole-là.
Donc, dans la manière dont ça fonctionne à plus haut niveau, en fait, le client va envoyer son nom d'usager à l'extérieur du tunnel TLS. Donc, si vous avez un client Microsoft, il va envoyer justement son nom d'usager à l'extérieur du tunnel. Et ça peut mener justement au fait que quelqu'un va voir le nom d'usager qui est légitime sur votre environnement ou le nom de la machine qui est légitime sur votre environnement et par la suite faire en sorte que quelqu'un pourrait décider de faire une attaque par dictionnaire. Donc, c'est une des lacunes ici. Puis un peu comme le PEEP, comme le HEAP TLS, c'est-à-dire que vous avez comme deux identités sur votre machine et dans certains contextes, dans certains environnements, ce qu'on a implanté, c'est justement la combinaison de l'authentification machine et de l'authentification usager avec le PEEP, faisant en sorte qu'il faut chaîner les identités dans le temps pour permettre une authentification complète, machine et usager, et admettre le dispositif sur le réseau filaire ou sans fil avec les pleins droits d'accès. La difficulté ici est que, justement, avec la pandémie, ça l'a mené à des lacunes. C'est-à-dire que certains individus ou du personnel administratif pouvaient être en télétravail pendant plus d'1 mois. ClearPass cache l'identité machine pendant 1 mois, faisant en sorte que l'individu, lorsqu'il retourne au travail ou dans le milieu du travail, lui, son laptop, vraisemblablement, était déjà logué parce qu'il a mis son laptop en mode de veille. Donc, il réveille le laptop. Le laptop, son HEAP Overland, va passer uniquement l'identité de l'individu. Ne passera pas l'identité de la machine, faisant en sorte que là, le dispositif est reconnu et admis sur le réseau en tant qu'équipement BYOD, équipement personnel, et donc ne dispose pas des privilèges d'accès adéquats pour obtenir et fonctionner adéquatement sur le réseau. Donc là, il fallait indiquer aux personnes, vous n'avez pas passé l'authentification de manière adéquate, donc il faut faire une fermeture de session, donc fermer toutes les applications, et là, se réauthentifier, parce que là, une fois qu'on a fait la fermeture de session, là, le dispositif va fermer la session HEAP Overland, va initier une nouvelle session HEAP Overland, mais avec l'authentification machine, ce qui fait que ClearPass va passer l'authentification machine, donc va pouvoir le mettre dans la mémoire cache. Et là, par la suite, l'usager fait son Ctrl-Alt-Delete, se log avec ses credentials, et permet de passer l'authentification de type usager. Et là, ClearPass est capable de joindre l'authentification usager avec l'authentification machine, faisant en sorte que là, il obtient les pleins droits d'accès. C'est un petit peu fastidieux, un petit peu complexe. Et c'est ce qui est résolu avec la nouvelle technique, le Tunnel HEAP. Le Tunnel HEAP qui, justement, est un nouveau RFC, juste avec le numéro, là, vous pouvez voir, là, on se trouve à être dans les chiffres qui sont pas mal plus élevés. C'est un développement conjoint par Microsoft et Cisco qui a mené justement à une norme officielle qui permet justement d'utiliser différentes méthodes d'authentification. Donc, il est possible d'avoir certaines méthodes qui sont liées à l'authentification machine et certaines méthodes qui sont utilisées pour l'authentification usager. Et l'une des choses qui est quand même à faire attention, c'est que l'identité qui est utilisée à l'extérieur du tunnel, c'est l'identité anonyme. Et là, je vais juste mettre la petite capture ici, là, donc le petit l'énoncé ici au niveau du type. Donc, on voit justement qu'on a le HEAP Start, puis là, l'identité qui est passée, c'est l'identité anonyme. La véritable identité va être passée à l'intérieur du tunnel TLS. Et à l'intérieur du tunnel TLS, on va passer l'identité machine, la méthode numéro 1, et on va passer l'identité de l'usager, qui est la méthode numéro 2, pour ensuite dériver les clés de chiffrement et faire l'établissement de la connexion de manière chiffrée. Bon. Avant de passer la parole à Yann, je vais juste vous montrer un petit détail. Ouais, là, ça devient
pas mal technique, là. C'est, dans le fond, une session, une capture de paquets que j'avais faite à l'époque où je travaillais à l'Institut international des télécommunications. Puis on voit justement là, les fameuses trames, le beacon, le pro request, pro response, la requête d'authentification qui est vide en passant, hein, donc requête d'authentification qui est inutilisée. Et par la suite, la requête d'association qui, elle, va suivre avec justement le Association Response. Tout à l'heure, je vous parlais justement du Association ID, donc on voit le numéro d'association pour le dispositif client en question. Et c'est comme son numéro de port hein, sur la connexion sans fil. Et par la suite, on voit le Request Identity, qui demande l'identité et par la suite, on voit le Identity Response pour lequel on voit l'identité. Donc, ça, c'est un usager factice hein, dans un environnement de laboratoire pour lequel on voyait le Wireless LAN User numéro 2. Request Identity qui, par la suite, justement, va mener au protocole HEAP qui, lui, va passer le PEEP. Et avec l'échange PEEP, c'est là où on va voir plusieurs échanges back and forth qui vont être envoyés pour justement le matériel cryptographique, les certificats avec la chaîne de certificats qui vont être passés. Donc, ce n'est pas juste quand on regarde une connexion radius, mettons, avec du MAC sur une switch filaire, bon, la connexion radius, c'est un request access accept, puis c'est un radius request, puis tu as un radius access accept après. Donc, c'est extrêmement simple. Mais ici, dans un contexte justement d'authentification avec la méthode PEEP, on a beaucoup plus de paquets qui sont passés. Donc, il y a vraiment un gros échange qui est passé, d'où la raison que, par exemple, sur un lien satellite, faire une authentification radius de ce genre-là, ça ne peut pas fonctionner. Peut-être que ça va fonctionner maintenant avec Starlink, là, mais avec un satellite en orbite géostationnaire, le round trip est juste trop long. Alors, et par la suite, justement, on a le fameux four-way handshake là, avec les clés qui sont, comme dans certains cas, j'ai des retransmissions de clés, j'avais un petit problème de connectivité. Et par la suite, le data est complètement chiffré. Donc, c'était juste pour vous mettre ça en perspective pour justement que vous puissiez voir que je ne raconte pas juste des niaiseries. Et maintenant, je vais demander à Yann de se joindre à moi et de partager, dans le fond, son expérience avec le protocole TEEP et nous exposer justement les petites problématiques qui ont été vécues, entre autres, au Centre de services scolaires de Montréal. Alors, Yann, je ne sais pas si tu veux te présenter. Bonjour, je suis analyste informatique à la Commission scolaire de Montréal. On a mis en place il y a à peu près 1 an la méthode TEEP à cause justement de la pandémie. Quand le monde revenait, c'était toujours le free for all. On était écœuré de se faire harceler. Fait qu'on a mis en place la méthode TEEP à l'administratif, ce qui a réglé fortement nos problèmes, mais qui en a causé quelques autres. Quand on l'a mis en place à l'administratif, il y a quelqu'un qui a fait hey, il fallait rehausser toutes les Windows parce que ça prend la 20H2, si je ne me trompe pas, pour avoir la méthode TEEP. Oui. Ça prenait des serveurs qui étaient, je pense, c'est 2016 en montant pour que le GPO s'applique de façon de pouvoir les cocher dans la GPO. Si tu n'avais pas la méthode, les serveurs assez avancés, Cisco a mis en place une procédure avec comment aller générer les GPO. Tu allais intercepter la GPO dans un portable et tu peux la pousser littéralement dans le serveur à la place. Là. Il y a une procédure qu'on avait trouvée. Si tu me permets, Yann, pour
effectivement, on extrait dans le fond le data en format XML du profil sans fil pour après ça le réinjecter au niveau de la GPO. L'une des difficultés ici de procéder de cette manière-là est du fait que par la suite, si, admettons, on veut aller éditer la GPO, ben, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les éléments d'information sont tous vides et on est comme aveugle. Donc, il faut comme... C'est beaucoup... faut la remettre sur une machine, puis encore recommencer, l'extraire à nouveau en XML, puis c'est pas, mais au moins c'était faisable de créer des GPO pour pouvoir pousser le type dans les machines de façon à ce que ça soit transparent pour l'usager. Il y a un de nos boss qui a décidé, hey, c'est le fun la méthode type, on l'applique aux clients PDAG. Ça a eu un gros impact qu'on n'avait pas vu venir parce que ça s'est très bien installé. Le défaut de la méthode type, c'est que le client, il faut qu'il existe sur la machine. S'il n'existe pas, tu ne peux pas faire la double authentification de base. Fait que pour les usagers PDAG qui vont passer d'une machine à l'autre, qui n'auront jamais leur compte créé sur la machine, on a reculé. On est retourné à IP parce que c'était pas possible. Puis nous autres, on voulait avoir la possibilité de voir c'est qui l'usager. Parce qu'il y a une méthode de contourner pour un client administratif. Tu vas créer ta première connexion. Tu peux dire, on va l'accepter la première fois et aller inscrire la méthode 1 dans le client. Puis la première fois, il va être juste connecté machine. Ça va passer. Ensuite de ça, les connexions subséquentes, quand l'utilisateur existe sur la machine, tu vas pouvoir faire les deux méthodes. Donc, dans le fond, c'est tu crées l'usager. Souvent, ça va être quand tu distribues le portable au client, tu vas créer l'usager. Après ça, une fois que la création est faite, tu n'as plus de problème, ce que tu avais du côté des usagers, du côté pédagogique. Ouais. Je vais prendre le share de l'écran. Oui, c'est ça. Est-ce que tu me permets de partager ton écran? Oui. Sherry. Passe Policy Manager. Ce qu'on expliquait, on a, comme vous pouvez le voir, on a une série de règles. On a probablement un des environnements les plus complexes qui existent du côté des CS. Oui. J'avoue que vous avez un environnement assez complexe. Comme je parlais ici pour l'administratif, ça nous permet d'aller appliquer ici quand la machine est authentifiée, qu'on est en méthode type, d'aller mettre le username 1 qui est le username machine. Oui. Est-ce que tu me permets de peut-être de résumer rapidement comment on fait l'implantation de la méthode type à l'aide de ton environnement? Donc, dans la première chose qu'il faut faire, c'est aller tout simplement créer un nouveau profil, un profil qui va s'appeler type, qui, lui, va vous permettre d'offrir la connectivité avec la validation de cette nouvelle méthode d'authentification. Donc, dans les méthodes qui peuvent être utilisées à l'intérieur de la méthode type, ça peut être utilisé de manière très flexible avec du MS-Chat et du IPTLS. Donc, il est possible d'utiliser, par exemple, une authentification avec certificat pour la méthode numéro 1, donc pour la machine, avec des certificats de type machine, et d'utiliser un nom d'usager mot de passe pour la méthode numéro 2, qui est pour l'usager. Donc, c'est très, très versatile de ce côté-là.
Donc, ça, c'est un des gros avantages au niveau de la méthode d'authentification TEEP. C'est que ça vous donne une flexibilité qui n'était pas possible auparavant. Et effectivement, pour le profil sans fil 802.1x, ou ça peut être aussi appliqué au niveau filaire, bien, tout simplement, ce qu'on vient faire, c'est ajouter la méthode TEEP dans la liste des méthodes d'authentification. Donc, ici, dans le contexte présent, bien, on privilégie justement le PEEP. Le EAP-TLS est permis pour certaines machines, puis le TEEP par la suite. Dans la manière dont ça se présente, excusez-moi, j'ai comme un petit chat dans la gorge. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout à l'heure, je vous avais évoqué que l'identité qui est passée à l'extérieur du tunnel va toujours être l'identité anonyme avec la méthode TEEP. Alors, puis ça, c'est pour des points de sécurité. Là. Sauf que le problème que ça mène, c'est que si on ne va pas extraire, un peu comme l'a montré Yann tout à l'heure, si on ne va pas extraire l'identité à l'intérieur du tunnel pour la réinjecter comme étant le username, bien, toutes les authentifications qu'on va voir au niveau du Access Tracker, bien, elles vont toutes être anonymes. Et ce que l'on va voir sur le contrôleur sans fil, mais ça va tout être des sessions qui sont anonymes. Un peu comme, par exemple, je ne sais pas si vous aviez porté attention, certaines premières versions de drivers Wi-Fi, soit pour Linux ou Android, bien, vous aviez la possibilité d'avoir 3 champs pour vous connecter avec sur un SSID de type entreprise. Vous aviez la possibilité d'entrer votre username, le mot de passe et le Anonymous. Puis plusieurs usagers avaient fait l'erreur, dans le fond, de mettre au niveau Anonymous, ils faisaient comme répéter le mot de passe. Alors, tout d'un coup, dans Airwave ou sur le contrôleur, bien, vous voyez les mots de passe de tout le monde passer parce que, dans le fond, c'est l'identité à l'extérieur du tunnel qui est celle qui est prise en charge par le contrôleur pour l'identité du dispositif client. Alors, ouais, bien, on voyait plein de numéros 1, 2, 3, 4, 5. C'était fascinant. Des beaux mots de passe non sécuritaires. Donc, c'est la raison pour laquelle, au niveau du Enforcement Profile, lorsqu'on fait justement une authentification avec TEEP, on va aller se créer un nouveau Enforcement Profile qui va être spécifique pour la méthode 1 ainsi que pour la méthode 2. Donc, il est possible avec TEEP de faire une authentification juste avec la méthode 1. Donc, c'est légitime. Tu n'es pas obligé de passer toujours la méthode numéro 2. Donc, lorsque le poste redémarre et qu'il fait sa connexion initiale et qu'il n'y a aucun usager de connecté, donc, à ce moment-là, dans le profil sans fil, la connexion va être effectuée seulement avec la méthode 1 et on va avoir uniquement l'identité de la machine. Et à ce moment-là, il faut, lorsqu'on admet une machine qui a juste l'authentification machine, bien, il faut aller pousser, dans le fond, l'information du type méthode one username. Il faut aller la pousser comme étant le username IETF standard. Donc, on réinjecte l'information de l'intérieur du tunnel comme étant le username légitime. Et là, on va avoir l'identité de la machine qui va apparaître dans le Access Tracker, l'identité de la machine qui va apparaître au niveau du contrôleur sans fil, et on va être capable de faire le suivi de ces connexions-là de manière adéquate. Et on va être capable de troubleshooter adéquatement aussi. Donc, même chose au niveau de la méthode numéro 2. Donc, ça, c'est l'identité de l'usager. Bien, on va, dans le fond, pousser l'identité de le username de la méthode 2 dans le username au niveau IETF standard. Donc, là, ça va dater le Access Tracker avec l'identité de l'individu. Et c'est justement la raison pour laquelle, justement, lorsqu'on revient au niveau du service, un peu comme ce que montrait Yann tout à l'heure, c'est ici, dans le enforcement, lorsque, justement, on a une combinaison usager et machine,
Bon, ben, ici, on va faire la mise à jour de l'identité de l'usager avec la méthode numéro 2. Et lorsqu'on a la machine seulement, ben là, on va mettre à jour l'identité. Ouais. Merci Yann, je te vois remonter. Et voilà, on met à jour l'identité de la méthode numéro 1. Exactement, en offrant les privilèges d'accès. Est-ce que j'oubliais quelque chose, Yann? Ben, je pense qu'on pourrait passer à la démonstration, ou en tout cas le monitoring, right? Oui. Donc, la manière dont ça se présente ici au niveau du Access Tracker, puis là, on a ajouté quelques colonnes. Ouais, là, 1000 records, ça va tirer un petit peu de jus. Ah non, tu me l'as filtré déjà, merci beaucoup. Non, Donc, j'ai été chercher un usager qui existait en fait, la semaine passée bon, pour faire un test. Ben, c'est parfait. Donc, on voit justement les services utilisés. Ah, puis tu l'as fait filaire et sans fil. C'est parce que j'ai choisi le client, fait qu'il est au bureau un matin, je crois. C'est pour ça qu'il y a les deux. L'exemple parfait. L'exemple parfait. Et on voit justement les détails avec l'authentification type, pour laquelle on voit les propriétés, pour laquelle on a passé justement l'authentification machine. On a le token de ClearPass qui dit justement Machine Authenticated et User Authenticated. Donc, on a la double authentification et pour laquelle justement dans le Enforcement Profile, on voit qu'on l'a attribué au niveau du VLAN administratif avec l'update du username avec la méthode numéro 2, vu que c'est la méthode la plus supérieure qui a été utilisée pour faire le traçage de l'identité de l'usager. Si tu regardes aussi quand tu regardes les inputs, tu vas voir Computer attributes, oui. Tu vas voir dans les authentifications, tu vas voir c'est quoi le hostname, c'est quoi l'usager. C'est ça. Tu as les deux informations combinées dans la même requête d'authentification. Exact. Puis, bien entendu, justement pour les problématiques qui étaient vécues par le personnel administratif au Centre des services scolaires de Montréal, le fait de passer ces deux méthodes d'authentification-là simultanément dans la même requête fait en sorte que ça résout le problème là, de cache qui expirait pour les personnes qui, justement, étaient à l'extérieur du bureau pendant plus d'un mois. Ça a complètement résolu cette problématique. Ça fait comme pour un usager comme moi qui a tendance à jamais fermer sa session, juste rabattre le couvert du portable, puis de se reloguer. La double authentification est faite à l'ouverture de la session Wi-Fi. Donc, l'authentification machine se refait automatiquement. Ce qui n'était pas le cas avec la méthode HIB. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Peut-être des questions pour Yann? Présentement, je ne vois pas le chat. S'il y en a, je ne les vois pas. Ce sera toujours possible. Là. Je ne sais pas si Yann, tu serais d'accord pour laisser peut-être tes coordonnées de manière à ce que peut-être les autres intervenants puissent te contacter dans le cas où ils auraient des questions plus spécifiques là, sur les méthodologies que vous avez employées là, au sein du Centre de services scolaires de Montréal, là, dans l'éventualité où ils voudraient avoir un peu bénéficier de ton expérience, de ton vécu. J'ai pas de problème. Quelque chose de possible? Oui. Tu ne veux pas être surchargé? Non, j'ai pas de problème avec ça. Pas de problème, c'est bon. Anyway, vous pouvez toujours aussi adresser vos questions à moi-même, puis ça va me faire un plaisir. Je suis là pour ça, pour vous aider là, dans ce contexte-là. Alors, si comme je disais, elle n'est pas dure à chercher la procédure du côté de nos chers amis de la communauté Cisco. Pour, Tu fais juste chercher la Cisco Type GPO, puis et voilà. C'est la première qui pop en haut. C'est bon. C'est pas très complexe. C'est toi qui l'as montré, ce n'est pas moi. C'est correct.
Je sais. Je sais que tu n'aurais jamais osé. C'est bon. Alors, si tu veux bien, je vais reprendre la main. Si tu veux arrêter le partage, je vais redémarrer le partage de mon côté. Attends un peu. Attends, je peux faire stop share si tu veux. Oui, C'est pas dans le même écran. C'est fait. Et voilà. Et tout ça, mais ça nous amène justement à Android 11. Et voilà. Donc, c'est Benoît Paradis qui me parlait que justement, bon, il y a quelques moutures ou quelques subtilités là, qui sont qui vont pointer très, très bientôt ou qui permettent justement d'être plus flexible, n'est-ce pas, Benoît? Oui, oui. Parce que c'est ça, s'il y en a dans vous qui ont eu la chance ou la malchance là, de dealer un peu avec les nouvelles restrictions d'Android 11, là, vous avez la petite liste d'épicerie qui est là ici. Là, donc, ce qui est vraiment un peu différent, c'est qu'avant, on pouvait se permettre de ne pas valider les certificats. Okay? Fait que toute la transaction IP a toujours beaucoup de validation d'un côté et de l'autre, entre le serveur et le client. Et avant, on pouvait se permettre de juste de ne pas valider ces certificats-là. On peut prendre un certificat signé, un serve-sign, une autorité privée, on peut faire à peu près n'importe quoi. Android 11 a un peu changé ça où on doit faire une configuration explicite du supplicant 802.1x pour permettre la validation de certificat, ce qui implique aussi d'installer l'autorité de certification sur les dispositifs. Quand c'est un certificat public, bon, c'est quand même pas pire. Là. On a déjà le magasin système qu'on peut utiliser, même si ça requiert quand même des éléments de supplément de configuration supplémentaires. Si on a une infrastructure privée, donc votre propre PKI, là, ça devient un petit peu plus complexe d'installer une autorité de certification privée sur un appareil qu'on ne contrôle pas généralement. Donc, pas de MDM, pas rien pour pousser automatiquement ces certificats-là. Et une chose que j'ai vue, entre autres, donc ça va rester. Ça va rester. Mais dans Android 13, excusez-moi, donc dans la prochaine version d'Android, 12 est déjà disponible à ma connaissance sur les nouveaux pixels. Sur Android 13, il va y avoir une nouvelle fonctionnalité qui va permettre d'avoir un entre-deux où on doit quand même faire une validation, mais qu'on va avoir l'option de faire ce qu'on appelle un trust on first use. Donc, de dire à l'appareil ou au supplicant de dire que la première fois que je me connecte au réseau sécurisé, un 802.x, on va avoir un pop-up, une fenêtre, un dialogue qui va demander « Fais-tu confiance à telle autorité de certification? » Donc, sans avoir à préinstaller le certificat de l'autorité de certification, on va permettre à l'usager d'accepter à la première connexion l'autorité qui est présentée par le serveur Radius, par ClearPass ou autre. Donc, on garde la validation, mais on garde la flexibilité à l'usager de ne pas avoir à préinstaller un certificat, de l'accepter sur le fly, si je peux me permettre. Donc, c'est un peu un bon entre-deux. Mais ultimement, je pense qu'on peut s'attendre autant sur le Windows que sur les iPhones, que sur n'importe quel appareil. De plus en plus, cette validation-là va devenir obligatoire. Donc, on est déjà à vos peut-être prochains renouvellements de certificats de peut-être planifier déjà à se préparer mentalement et dans les configurations à faire ces validations-là. Parce que ça va devenir la norme. On n'a pas trop le choix de Android a été le premier. Là, ça fait partie de la norme WPA3. Donc, exactement, comme Paul l'a mentionné. Ça va être requis. La validation est obligatoire. C'est ça. Donc, il faut s'y faire, il faut faire avaler la pilule là, de la configuration des certificats. Et puis ça, je ne sais pas si on peut en glisser un mot tant qu'on en parle de certificats. C'est Paul et moi, on se parlait aussi de peut-être faire une session basée sur comment gérer les certificats, autant sur ClearPass qu'on fait des portails captifs. Bon, tout
Oui, la mécanique des la certificats, mécanique des c'est un certificats. sujet. Ouais, Je ne sais pas si d'entre vous, si peut-être à main levée ou vous pouvez ouvrir votre micro, là, pas de problème, s'il y a un intérêt pour ça, à être plus en contrôle, disons, sur comment, le pourquoi de qu'on configure les certificats, comment on le fait correctement. Je pense que, oui, bon, il y a des mains ouais, qui ça des commence à pouces, lever. des pouces qui se lèvent. Bon. Je pense que c'est un sujet qui est d'actualité, surtout avec l'immigration vers WPA3. Oui, Donc oui, je pense qu'on va se garder une des sessions là, pour oui. presque juste pour ça. Là, puis OK. Oui, je pense qu'on avait Merci de déjà l'intérêt, c'est super bon. répondu à notre C'est question. vraiment ça bon. Surtout Ouais. si après la rencontre, on peut avoir accès je sais pas, aux diapositives de Oui, tout à façon fait. à les conserver, puis après ça, on peut travailler sans l'aide de Paul. Oui, mais là, en plus, j'ai enregistré la session. Alors, ça devrait bien fonctionner, ce coup-là. Vous Ouais, allez puis ça va avoir être accès. l'habitude là, qu'on va prendre. Là. On l'avait pas fait la dernière fois, là, juste par Oublie. oubli Oui, pur et simple. Là. Mais oui, les sessions vont être enregistrées, surtout celles qu'on va éventuellement faire pour les certificats. Oui, on va parler d'un peu comment on le fait chez Aruba pour nos produits, mais ça va être des concepts qui vont être assez généraux. général là, Ouais. pour d'autres produits, d'autres solutions que vous pourriez avoir. Donc, oui, ça va être une belle référence là, que vous allez pouvoir garder pas trop loin pour tout ce qui est certificat. Là. Donc, si j'enchaîne avec ces contraintes qui ont été mises de l'avant, dans les méthodes ou les recommandations qui nous permettent justement de, de résoudre la problématique liée justement au WPA3, le rehaussement de la sécurité et entre autres avec Android 11, c'est de disposer d'un certificat au niveau de votre serveur Radius qui est signé par une autorité publique, un peu comme le disait Benoît. Et parce que le routier va être préinstallé sur le dispositif, faisant en sorte qu'il est déjà disponible dans le magasin, faisant en sorte que l'authentification va pouvoir être complétée adéquatement avec le 802.1x. L'autre option, c'est d'utiliser un MDM pour faciliter la gestion du profil sans fil, pour être capable de pousser cette information-là. Bon. Et le pourquoi de ces recommandations-là, en fait, c'est que vous pouvez le faire manuellement. Et les prochaines slides sont, dans le fond, une description un peu du travail que j'avais effectué avec M. Robert McCready de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île pour justement résoudre la problématique. Et en fait, ma première idée, et l'idée que j'avais déjà eue précédemment, avant Android 11, était de distribuer le certificat racine de l'autorité privée du centre de services scolaires à travers le portail captif. Et il m'a été, à ma grande surprise, Android 11 a désactivé le MIME-Type X509. Donc, il n'est plus possible de cliquer et d'aisément télécharger un certificat pour l'installer dans le Certificate Store. Ce n'est plus permis. Bon, donc, la méthodologie maintenant avec Android 11, c'est de maintenir l'hyperlien pressé de manière à sélectionner qu'on veut télécharger le fichier, si on utilise ça comme ça. Mais bon, on peut télécharger le fichier de diverses manières. Donc, ça pourrait être transféré sur USB, un courriel. Puis là, c'est la petite acrobatie qu'il faut faire là, si on veut utiliser le fameux portail captif là, pour être capable d'obtenir le fameux fichier du routier. Une fois que le certificat est disponible localement, bon, mais ici, j'ai fait comme des captures d'écran via mon téléphone sans fil. Donc, il faut aller dans les données biométriques et de sécurité pour être capable d'accéder au Certificate Store, dans le fond, et être capable d'installer depuis le dispositif la nouvelle autorité de certificat et d'aller, dans le fond, le sélectionner pour qu'il devienne disponible dans le magasin du dispositif. Et une fois qu'il est disponible dans le magasin, bon, il faut aller sélectionner sur le profil sans fil, utiliser les certificats du système pour l'autorité de certification. Bon, c'est sûr que bon, si on voudrait, comme là, l'état du certificat en ligne, mais comme on n'est pas connecté, on ne peut pas valider, c'est un peu là,
le cercle vicieux que je vous expliquais tout à l'heure lors de la connexion. Le dispositif ne peut pas valider le certificat parce qu'il ne dispose pas encore de la connexion sans fil pour le faire. Puis, idéalement, un petit rappel d'utiliser la MAC adresse du téléphone, idéalement. Et lorsque vous pouvez, lorsque l'usager veut bien accepter et comprend les conséquences d'utiliser des MAC adresses aléatoires et la complexité que ça amène après pour faire le suivi, le troubleshoot des connexions. Mais ça, c'est un petit reminder, là, une MAC adresse aléatoire qui pose certains défis. Alors, pour résumer, hein, pour votre migration en douceur, il faut être conscient, dans le fond, que WPA2 va devoir coexister avec WPA3 pendant une certaine période de migration parce qu'on a des dispositifs qui ne peuvent pas être rehaussés à du WPA3. On a des dispositifs dont les drivers peuvent prendre un certain temps avant d'avoir la maturité pour être capable de supporter le WPA3. Il faut planifier aussi les SSID, avoir une certaine réflexion sur la multitude des SSID de notre environnement, essayer non seulement pour des fins d'optimisation de la performance dans votre environnement actuel, de minimiser le nombre de SSID, ce qui est toujours une bonne pratique. Mais dans certains contextes, essayer de planifier à ne pas excéder 4 qui vont être disponibles éventuellement dans le 6 GHz. En fait, ce qu'il faut comprendre, et peut-être que ça pourrait être une autre session un peu plus spécifique là, sur le Wi-Fi 6E, je pense que c'est la prochaine là, que Benoît va offrir le mois prochain. En fait, c'est qu'on introduit, puis là, je vais une partie du punch, pas toute la punch, mais c'est qu'on introduit ce qu'on appelle les annonces avec les multi-BSSID, qui fait en sorte qu'à travers une bande de fréquences données, à partir, mettons, d'une connexion sur le 2.4 ou le 5 GHz, il est possible d'annoncer la présence des SSID sur les différents canaux, dont les canaux 6 GHz et les différents services qui sont disponibles. La particularité, c'est que ces annonces multiples-là vont gonfler la trame sans fil. Et au-delà de 4 BSSID, ça ne rentre plus dans la trame sans fil. Même si elle peut être relativement large, cette trame sans fil, elle a quand même une limite au niveau de la taille. Donc, il faut penser à optimiser et peut-être avoir une certaine réflexion sur quels seront les services qu'on va offrir dans la bande 6 GHz versus les services qu'on va offrir dans les autres bandes de fréquences. Bien entendu, bien là, il va falloir penser, envisager de migrer certains dispositifs du WPA2 vers le WPA3 entreprise. Donc, avoir une réflexion sur l'autorité de certification privée, si c'est ce qu'on utilise présentement. Donc, considérer peut-être l'usage de Intune ou d'un autre MDM pour gérer le profil sans fil chez les autres types de dispositifs que les dispositifs qui sont gérés par GPO. Et si on utilise une autorité, oui, là j'ai copié le même texte, c'est autorité de certification publique, non, c'est ça. Si on utilise l'autorité de certification privée, c'est de prévoir dans le fond peut-être une migration vers un certificat Radius qui lui serait certifié par une autorité de certification publique. Pour nos SSID qui sont PSK, bon, et pour lesquels on n'est pas capable de rehausser vers du WPA3 tout de suite, ça serait vraiment de considérer du multi-PSK pour éviter les vulnérabilités liées justement à une clé unique qui serait potentiellement connue. Et un peu comme je vous le disais précédemment, sur les SSID ouverts, avec portail captif ou sans portail captif, activer justement le OWE. Présentement, on ne voit pas de contrainte à effectuer ça. Et peut-être privilégier, si, admettons, c'est des dispositifs qui présentement utilisent un portail captif, peut-être les migrer vers le multi-PSK. Certains contextes, certains usagers ont privilégié cette approche-là. Et voilà, c'est ce qui conclut ma présentation. Alors, nous vous invitons à devenir, vous aussi, des héros de la mobilité avec Aruba. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a suscité des questionnements ou des interrogations?
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer l'enregistrement.